La première chose que Solange remarqua ne fut pas le silence de sa maison vide, mais l'odeur du parfum de sa fille Coralie, cher et envahissant, qui flottait encore dans le couloir comme un avertissement silencieux. Coralie était passée la veille, en coup de vent, une visite de 10 minutes entre deux rendez-vous à Lyon qui ressemblait plus à une inspection qu'à une réunion de famille. Solange ferma les yeux, assise dans le fauteuil en velours usé que son mari, Jean-Pierre, avait tant aimé. Dehors, un crachin de novembre enveloppait les toits de la Croix-Rousse, transformant le monde extérieur en une aquarelle grise et mélancolique. L'appartement, d'habitude son refuge, semblait aujourd'hui une cage dorée remplie de souvenirs. Elle laissa son regard errer sur les orchidées qu'il avait cultivées avec passion, sur les étagères chargées de livres, sur les photos d'un temps où les rires de ses filles remplissaient ces mêmes pièces. Elle prit son café et le journal Le Monde posé sur la petite table, une routine immuable. Mais ce matin, les mots semblaient flous, incapables de percer le brouillard de sa solitude. Machinalement, elle attrapa son smartphone. Il y a 2 jours, elle avait envoyé à Coralie une photo d'un rosier du petit balcon, une variété que Jean-Pierre adorait, qui venait de refleurir malgré la saison. Sous la photo, le petit mot « vu » s'affichait, froid et impersonnel. Pas de réponse. Pas un mot, pas un simple emoji. Cette petite blessure numérique, si banale, résumait des années de distance croissante. Poussée par le besoin d'un contact humain, même bref, elle enfila son manteau et descendit les quelques rues pavées jusqu'à la boulangerie. « Bonjour, Madame Moreau », lança Noémie, la jeune vendeuse, avec un sourire qui illumina la boutique. « Bonjour, ma chère Noémie. Je vais vous prendre une baguette tradition, s'il vous plaît. » L'échange ne dura qu'1 minute, mais la chaleur sincère dans la voix de la jeune femme était un baume. C'était ce qui manquait dans sa vie, la simplicité, la spontanéité, la chaleur. De retour chez elle, alors qu'elle rangeait son pain, le téléphone sonna, strident. Le nom de Coralie s'afficha. Solange hésita, puis décrocha. « Maman ? J'espère que je ne te dérange pas. » La voix de sa fille aînée était rapide, pleine d'une énergie parisienne qui semblait toujours à 100 lieues de son propre rythme lyonnais. « Faustine est avec moi, je te mets sur haut-parleur, » ajouta-t-elle. « Salut maman », lança la voix de sa cadette, tout aussi enjouée. « Bonjour, mes chéris. »« Non, vous ne me dérangez pas. »« Tout va bien ?»« Mieux que bien », reprit Coralie. « On a une surprise incroyable pour toi. On a beaucoup réfléchi, et on sait que ces derniers mois ont été difficiles pour toi depuis, enfin, tu sais. On s'est dit que tu avais vraiment besoin de te changer les idées. » Solange sentit son cœur se serrer. C'était vrai. Le dernier anniversaire de la mort de Jean-Pierre l'avait laissé plus abattu que jamais. « Alors ?» continua Faustine, incapable de contenir son excitation. « On t'emmène en croisière. Toutes les 3, juste nous. 15 jours en Méditerranée, sur un navire de luxe. C'est pas fantastique ? Une croisière. » Le mot sembla flotter dans l'air. Solange resta silencieuse, le choc la paralysant. Une image fugace de la dernière fête de Noël lui traversa l'esprit, Coralie et Faustine, assises côte à côte sur le canapé, leurs visages illuminés non pas par la joie des retrouvailles, mais par l'écran de leur téléphone. Elles avaient à peine levé les yeux. Était-ce la même chose, aujourd'hui ? Un geste grandiose pour apaiser leur conscience ? Pourtant, l'espoir est une chose tenace. L'image d'une mer bleue, du soleil sur son visage, des journées entières avec ses filles, c'était une perspective si séduisante. Peut-être qu'elles avaient vraiment changé. Peut-être qu'elles avaient enfin compris à quel point elles se sentaient seules. « Maman, tu es là ? » « Oui, oui, je suis là. » répondit Solange, sa voix un peu rauque. « C'est incroyablement généreux de votre part. Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dis rien, » s'exclama Coralie. « On s'occupe de tout. Le départ est la semaine prochaine. Contente-toi de faire ta valise. » Après avoir raccroché, Solange resta assise dans son fauteuil pendant un long moment, regardant la pluie tomber. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentait quelque chose de nouveau, un mélange troublant d'espoir et de pressentiment.
L'espoir de Solange commença à se fissurer non pas à cause d'un mot cruel, mais du silence glacial d'un relevé bancaire affiché sur l'écran de l'ordinateur de Madame Lemoine. Pourtant, la journée avait commencé par une tentative de normalité. Pour chasser le pressentiment qui s'accrochait à elle comme le brouillard aux pentes de la Croix-Rousse, Solange décida de suivre son rituel du samedi, le grand marché. L'air vif et l'agitation de la foule lui feraient du bien. Le boulevard était un kaléidoscope de couleurs et d'odeurs, les pyramides de légumes, les étals de fromage dégageant une forte odeur de terroir, le parfum sucré des gaufres chaudes. Solange se sentit un peu plus légère, saluant un visage familier ici et là. C'était sa communauté, son ancre. Elle faisait la queue chez son fromager préféré quand une voix forte l'attira de ses pensées. « Va, Solange. Toujours fidèle au poste. J'ai entendu dire que vos filles vous offraient un beau voyage. Une croisière, rien que ça. » C'était monsieur Armand Lefebvre, son voisin du 3e, qui tenait son petit chien en laisse. Il avait ce ton condescendant de ceux qui croient tout savoir. « Vous avez bien de la chance, » continua-t-il sans attendre de réponse. « Il faut savoir apprécier ce que l'on a. Certaines mères ne sont pas si gâtées. » Solange sentit le rouge lui monter aux joues. La remarque, probablement pas mal intentionnée, sonnait comme une accusation. Elle força un sourire crispé. « Oui, elles sont très généreuses. » Mais en s'éloignant, son sac de course soudainement lourd, un froid glacial s'empara d'elle. La joie simple du marché s'était évaporée. Le regard du monde extérieur, représenté par monsieur Lefebvre, la faisait se sentir jugée, et pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore, honteuse. Cette rencontre fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase de son intuition. Assez douter. Il lui fallait des faits. Au lieu de rentrer directement chez elle, elle se dirigea vers l'agence de sa banque, à quelques rues de là. L'intérieur, silencieux et frais, contrastait violemment avec la cacophonie du marché. Madame Inès Lemoine, la directrice, la reçut dans son bureau au mobilier sobre. Solange tenta d'expliquer la situation d'un air détaché, parlant d'un cadeau et d'une simple curiosité de sa part. Madame Lemoine l'écouta avec une attention professionnelle, ses doigts tapotant rapidement sur son clavier. Elle ne posa aucune question intrusive. « Un instant, je recherche la transaction, » dit-elle d'une voix neutre. Puis, elle tourna l'écran vers Solange. Une seule ligne suffisait à faire basculer son monde, Celestial Cruise Lines, paiement carte, 42 000 €. Solange retint son souffle. La somme était si absurde, si violente. « Est-ce que vous pouvez voir les détails de la réservation ?» demanda-t-elle, sa propre voix lui paraissant lointaine. Madame Lemoine cliqua à nouveau. Le détail s'afficha, en noir sur blanc. Suite Océan, pont supérieur, titulaire, Coralie Moreau. Suite Océan, pont supérieur, titulaire, Faustine Moreau. Et tout en bas, presque comme une note de bas de page, une ligne qui la poignarda en plein cœur. Cabine intérieure, catégorie Z, sans hublot, titulaire, Solange Moreau. Un souvenir, vif et soudain, lui revint en mémoire. Coralie, 6 mois plus tôt, durant sa période de grand chagrin. Laisse, maman, je vais m'occuper de classer ces papiers pour toi, tu n'as pas la tête à ça en ce moment. Ce qui avait semblé être un acte de gentillesse ressemblait maintenant au geste d'un voleur. Elle remercia Madame Lemoine d'une voix blanche et sortit de la banque comme une automate. Le trajet du retour fut un brouillard. Assise dans son salon, le silence de l'appartement était maintenant hostile. La générosité de ses filles était une mise en scène. Le jugement de son voisin était une ironie amère. Elle ne la gâtait pas, elle la volait. Elle ne la respectait pas, elle la prenait pour une idiote. La tristesse la submergea d'abord, une vague immense et grise. Puis vint la colère. Une colère froide, lucide, qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle resta immobile pendant 1 heure, laissant cette nouvelle force s'installer en elle. Puis, elle prit son téléphone, le cœur battant non plus de peur, mais de résolution. « Oui, je suis certaine, » dit Solange au téléphone, sa voix tremblant à peine. « Ma carte a été volée. » En prononçant ces mots, elle sut qu'elle venait de déclarer une guerre silencieuse. Le son strident de la sonnette,
suivi de coups agressifs à sa porte, annonça à Solange que la tempête qu'elle avait déclenchée venait de frapper sa maison. Il était à peine 9 heures du matin. Le soleil de novembre tentait une percée timide à travers les nuages, mais la lumière qui filtrait dans le salon était pâle. Coralie et Faustine n'avaient pas perdu de temps. Leur voix, déformée par l'épaisseur de la porte en chêne, était chargée d'une impatience qui ne laissait aucune place au doute. « Maman, c'est nous. Ouvre cette porte », cria Coralie. « Le service client de la croisière nous a appelés, il y a un problème avec ta carte. » « C'est complètement ridicule, il faut que tu règles ça. » Solange resta immobile dans le couloir, son cœur battant à grands coups dans sa poitrine. À travers le judas, elle pouvait voir les silhouettes de ses filles, leurs manteaux chers et leurs visages crispés par l'agacement. Une image, vieille de 30 ans, lui traversa l'esprit, Coralie, à 8 ans, tapant du pied dans un magasin de jouets, le visage rouge de colère parce qu'elle n'obtenait pas la poupée qu'elle désirait. Solange réalisa avec une clarté effrayante que rien n'avait changé, sauf le prix de leur caprice. Elle recula doucement et se dirigea vers la cuisine, un acte de défi silencieux. Le bruit des coups sur la porte résonnait dans tout l'appartement, mais elle l'ignora. Elle remplit la cafetière, mesura le café avec des gestes lents et délibérés. Ses mains, qui tremblaient la veille, étaient maintenant d'une stabilité surprenante. Son téléphone, posé sur le comptoir, vibrait frénétiquement. Les notifications s'empilaient sur l'écran verrouillé. « Maman répond, c'est urge, arrête ce jeu et ouvre. » Elle le regarda avec une distance froide, comme si cet appareil appartenait à quelqu'un d'autre. Chaque vibration, chaque coup à la porte ne faisait que renforcer sa résolution. Cette maison, qui avait été pendant des mois sa prison de solitude, était en train de devenir sa forteresse. Le vacarme cessa brusquement. Le silence qui suivit était presque plus angoissant. Solange retint sa respiration. Puis, elle entendit des chuchotements. Poussée par une curiosité plus forte que la peur, elle se glissa à nouveau jusqu'à la porte et colla son oreille contre le bois frais. Les voix de ses filles étaient étouffées, mais parfaitement audibles. « Elle ne répondra pas. Elle boude », siffla Faustine. « C'est de ta faute, on aurait dû être plus subtil. » Plus subtil, rétorqua Coralie à voix basse, furieuse. On lui offre un voyage de rêve. Je t'avais dit qu'on aurait dû attendre d'être revenu pour lui parler de l'EHPAD et de la vente. Maintenant, elle va tout faire capoter. Le mot EHPAD. L'acronyme froid et administratif pour établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce n'était donc pas juste l'argent. Ce n'était pas juste un voyage. C'était un plan. Un plan pour la déraciner, la déposséder de sa maison, de sa vie, et la ranger dans un endroit où elle ne dérangerait plus. La trahison n'était pas un acte impulsif, c'était un projet mûrement réfléchi. Une vague de froid glacial submergea la tristesse. C'était de la rage. Pure et limpide. Elle ne tremblait plus. Elle n'avait plus peur. Elle se dirigea vers la fente de la boîte aux lettres intégrée à sa porte, souleva le clapet intérieur, et sa voix, claire et tranchante comme une lame, résonna dans la cage d'escalier silencieuse. « De quel EHPAD parlez-vous, les filles ?» À travers le judas, Solange vit ses filles se regarder, le visage décomposé par la panique. Pour la première fois de leur vie, elles n'avaient plus le contrôle de la situation. Et leur mère le savait. L'histoire de Solange est à un tournant décisif. Si vous êtes toujours avec nous et que son courage vous touche, veuillez commenter le chiffre 1 ci-dessous pour nous montrer votre soutien. Et si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire. Votre soutien est essentiel et nous aide à continuer de créer des contenus de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, retournons à l'histoire. Le lendemain, ce ne fut pas le téléphone qui sonna, mais une lettre recommandée avec accusé de réception, dont l'enveloppe officielle semblait peser une tonne dans les mains de Solange. La rage froide de la veille avait laissé place à une anxiété lourde, un pressentiment que les conséquences de ses actes commençaient à peine à se dessiner. Elle signa le reçu que lui tendait le facteur, le cœur battant. L'en-tête de l'enveloppe appartenait à une étude d'avocat parisien représentant la compagnie de croisière. Assise à sa table de cuisine, elle ouvrit la lettre avec des doigts tremblants. Le langage était impersonnel, brutal.
On lui réclamait des frais d'annulation exorbitants, une somme à 5 chiffres, et on la menaçait de poursuites judiciaires si le paiement n'était pas effectué sous quinzaine. C'était la première riposte, une attaque légale et froide conçue pour l'intimider. Pendant un instant, la peur la submergea. Était-elle allée trop loin? Avait-elle la force de se battre contre des avocats, contre ses propres filles? Puis, le souvenir du mot EHPAD lui revint, et la peur se mua de nouveau en une détermination glaciale. Elle n'était plus la victime. Elle fouilla dans le tiroir du bureau de Jean-Pierre et en sortit une carte de visite. Maître Hervé Valois, avocat à la cour. C'était le notaire qui avait géré la succession, un homme que son mari avait respecté. D'une voix qu'elle s'efforça de rendre stable, elle prit rendez-vous pour l'après-midi même. Le cabinet de Maître Valois était situé près de la place Bellecour, un univers de boiseries sombres, de fauteuils en cuir et de silence feutré. L'odeur de cire et de vieux papier flottait dans l'air, un parfum d'ordre et de tradition. Maître Valois, un homme d'une cinquantaine d'années au regard calme et pénétrant, l'écouta sans l'interrompre. Solange raconta tout, depuis l'appel téléphonique jusqu'à la confrontation à sa porte. Sa voix se brisa en mentionnant le mot EHPAD. Elle expliqua aussi ses craintes concernant sa maison, se rappelant soudain des conversations anodines lors des dîners de famille. Les maris de mes filles travaillent dans la finance, expliqua-t-elle. L'un dans l'immobilier, l'autre dans la gestion de patrimoine. Ils parlaient souvent de transactions et des optimisations fiscales avec un air si désinvolte. À l'époque, je n'y prêtais pas attention. Maître Valois nota quelques mots, son visage grave. Madame Moreau, avez-vous signé des documents inhabituels ces derniers mois? Une autorisation, un mandat quelconque? Solange secoua la tête, puis hésita. Non, enfin, pas que je sache. Il y a environ 6 mois, après l'anniversaire de la mort de mon mari, je n'étais pas bien. Coralie est venue passer quelques jours et elle m'a aidé à trier mes papiers administratifs. Elle disait que je n'avais pas la tête à ça. J'ai signé quelques documents, des choses pour les impôts, la banque. Je lui ai fait confiance. Une lueur d'alarme passa dans les yeux de l'avocat. Il se tourna vers son ordinateur. Avec votre permission, je vais effectuer une vérification dans les registres officiels. Cela ne prendra qu'un instant. Le silence s'installa, seulement troublé par le cliquetis discret du clavier. Solange sentait son anxiété monter à chaque seconde. Maître Valois fronça les sourcils, son visage se durcissant. Il imprima une feuille et la fit glisser sur le bureau poli vers elle. « Je crains d'avoir de très mauvaises nouvelles, dit-il doucement. » C'était une copie d'une procuration générale. Un document qui donnait à Coralie et Faustine le pouvoir total sur ses comptes, ses biens, sa maison. Le pouvoir de tout vendre, sans son consentement. Ses yeux parcoururent le texte juridique sans le comprendre, jusqu'à ce qu'il se pose sur la dernière ligne. Sa signature. Ou plutôt, une imitation grossière de sa signature. Le S de Solange était trop bouclé, le M de Moreau trop anguleux. C'était une signature morte, sans vie, une contrefaçon évidente pour qui connaissait la sienne. Ce n'était plus une simple carte bancaire utilisée à mauvais escient. C'était un complot. Un plan méthodique pour la dépouiller, pour l'effacer légalement avant de l'enfermer physiquement. La croisière n'était que la dernière étape, l'insulte finale avant la mise à mort de son indépendance. Maître Valois posa la question fatidique, sa voix grave résonnant dans le silence du bureau. Madame Moreau, au-delà de la fraude à la carte bancaire, ceci est un crime de faux et usage de faux. Êtes-vous prête à porter plainte contre vos propres filles? Solange fixa la signature contrefaite, le symbole de la trahison ultime. Le silence dans le bureau était total, rompu seulement par le battement de son propre cœur face à une décision qui allait tout détruire, ou tout reconstruire. La porte s'ouvrit sur le visage de sa petite-fille Zélie, les yeux rougis, non pas de colère, mais d'une confusion si profonde qu'elle brisa le peu de cœur qui restait à Solange. La jeune fille de 16 ans se tenait sur le seuil, son sac à dos négligemment jeté sur une épaule, l'air d'avoir voyagé toute la nuit. Elle avait manifestement pleuré. Et grand-mère, sa voix était à peine un murmure. Maman m'a appelé. Elle m'a tout raconté. Elle dit que tu ne vas pas bien, que tu as une sorte de dépression et que tu imagines des choses.
Que tu essaies de la punir, elle est tante Faustine, pour une simple erreur. Solange ne répondit pas tout de suite. Elle prit doucement Zélie par le bras et la fit entrer dans le salon, la laissant s'asseoir sur le canapé. Sans un mot, elle alla chercher les 2 documents dans le bureau de son mari et les posa sur la table basse, la réservation détaillée de la croisière et la copie de la procuration falsifiée. « Regarde par toi-même, ma chérie, dit-elle doucement. Zélie parcourut d'abord la réservation, ses sourcils se fronçant en voyant la description des cabines. Puis ses yeux se posèrent sur la procuration. Elle lut le texte, son visage passant de l'incompréhension à l'horreur. Quand elle arriva à la signature contrefaite, un hoquet de stupeur lui échappa. « Mais, ce n'est pas ta signature, souffla-t-elle. Maman, elle ne ferait jamais ça. » C'était une affirmation, mais elle sonnait comme une question désespérée. Solange s'assit à côté d'elle, une tristesse infinie dans le regard. Elle se souvint d'une conversation, des années plus tôt, dans le jardin. « Et tu sais, ma chérie, avait-elle dit à une Zélie de 10 ans, je t'ai toujours dit que la vérité trouve toujours son chemin, même s'il est douloureux. » Face à la preuve irréfutable, Zélie fondit en larmes. Des larmes de désillusion, pour la mère qu'elle idéalisait. C'était un moment de déchirement, de passage à l'âge adulte forcé. Après un long moment, elle se calma, essuya ses yeux, et se serra contre sa grand-mère. « Je suis désolée, dit-elle. Je reste avec toi. » Ce n'était pas seulement une promesse de présence, c'était un choix de loyauté. À peine 1 heure plus tard, la sonnette retentit de nouveau. C'était Pascal, la belle-sœur de Faustine, le visage fermé par la colère. Elle entra sans attendre d'y être invitée. « Et Solange, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» lança-t-elle d'un ton accusateur. « Faustine m'a appelée, elle est en larmes, elle dit que vous avez perdu la tête et que vous portez plainte. Vous êtes en train de détruire cette famille. » Son regard furieux tomba sur Zélie, puis sur les papiers étalés sur la table. Elle s'arrêta net. Le silence s'installa. Solange lui fit un simple signe de tête, l'invitant à regarder. Pascal s'approcha, méfiante, et lut les documents. Son expression changea lentement. La colère s'effaça, remplacée par une lassitude infinie, une reconnaissance amère. Elle s'affaissa dans un fauteuil. « Je vois, » dit-elle d'une voix vide. Elle regarda Solange, puis Zélie, et un sourire triste se dessina sur ses lèvres. « Toute ma vie avec eux, » commença-t-elle, parlant presque pour elle-même, n'a été que calcul. Des apparences à sauver, des investissements à faire, des relations à cultiver pour le profit. Jamais, jamais un geste de pure gentillesse. Jamais de chaleur. En vous voyant, ici, dans ce salon qui sent la cire d'abeille et les souvenirs, je comprends ce que c'est, une vraie maison. Un endroit où l'on est en sécurité. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle se libérait d'un poids. Faustine ne m'a pas appelée pour du soutien. Elle m'a appelée pour que je vienne vous faire pression. Encore un calcul. Vers la fin de l'après-midi, alors que les 3 femmes partageaient un silence apaisant autour d'une tasse de thé, on sonna une 3e fois. C'était Monsieur Lefebvre. Il se tenait sur le pas de la porte, l'air profondément gêné, tenant un petit bouquet de roses du marché. « Madame Moreau », commença-t-il en évitant son regard. « J'ai entendu la dispute l'autre jour. Et hier, la voiture de votre avocat. J'ai été un imbécile. J'ai jugé sans savoir. Je vous demande pardon. » Solange, touchée par cette humilité inattendue, accepta ses excuses. La blessure du jugement communautaire commençait à se refermer. Sa maison, autrefois si vide, était maintenant pleine. Pas de bruit, pas d'agitation, mais une présence. Une solidarité de femmes blessées, en train de reconstruire. Alors que le crépuscule tombait sur Lyon, et que la lumière douce de la lampe du salon créait une atmosphère de sanctuaire, le téléphone de Solange sonna. Un numéro masqué. Elle hésita, puis, encouragée par un regard de Pascal, elle décrocha et mit le haut-parleur. Un silence, puis une voix brisée, presque méconnaissable, une voix d'enfant terrifiée. « Maman ? C'est Coralie. Ils nous ont emmenés au commissariat. » Quelques jours plus tard,
elles étaient sur le pas de sa porte, non plus comme des prédatrices arrogantes, mais comme des naufragés trempés par la tempête qu'elles avaient elles-mêmes déchaînée. La nouvelle de leur mise en examen avait fait le tour de la famille, sans le soutien financier de leur mari qui cherchait désormais à prendre leur distance, Coralie et Faustine se retrouvaient seules face aux conséquences de leurs actes. Solange les regarda depuis l'embrasure de la porte, qu'elle n'ouvrit qu'à moitié. Leurs vêtements de marque semblaient froissés, leurs coiffures impeccables étaient en désordre, et leurs visages, autrefois si assurés, étaient marqués par la fatigue et la peur. C'était elle qui avait sonné, mais c'était Solange qui tenait le silence, les laissant affronter le poids de cette attente. Ce fut Coralie qui craqua la première, sa voix se brisant dans un sanglot. « Maman, je t'en supplie. Il faut que tu nous écoutes. On a fait une erreur terrible, une folie. On était stupide, on n'a pas réfléchi. C'est la pression, la vie à Paris, les maris qui nous poussent toujours à avoir plus. On est désolé. Tellement désolé. » Faustine enchaîna, les larmes coulant sur ses joues. « On t'aime, maman. On n'a jamais voulu te faire de mal. On peut tout arranger. On te remboursera chaque centime, je te le jure. On vendra nos voitures, nos bijoux. Dis juste à ton avocat d'arrêter tout ça. S'il te plaît. Tu es notre mère. » Elles parlèrent longtemps, un flot ininterrompu de justifications, de promesses et de larmes. Solange écoutait, son visage calme, impénétrable. Une image mentale, vieille de plusieurs décennies, lui revint avec une clarté poignante, ses filles, petites, pleurant à chaudes larmes après avoir accidentellement brisé un précieux vase de sèvres. Leurs pleurs, ce jour-là, étaient un mélange de peur de la punition et de regrets sincères. Mais les larmes qu'elle voyait aujourd'hui lui semblaient différentes, teintées de pitié pour elle-même et de la terreur de tout perdre. Cette fois, elle savait qu'un simple câlin ne pourrait pas réparer ce qui avait été brisé. La confiance, comme la porcelaine fine, une fois en 1000 morceaux, ne retrouve jamais sa forme initiale. Quand elles eurent épuisé leurs arguments, un silence fragile s'installa. Solange prit alors la parole, et sa voix, douce mais d'une fermeté inflexible, emplit l'espace entre elles. « J'ai entendu vos excuses, » commença-t-elle. « Et peut-être qu'une partie de vous les pense sincèrement. Mais vous devez comprendre. Ce que vous avez brisé n'a rien à voir avec l'argent. » Elle les regarda tour à tour. « Vous ne m'avez pas seulement volé 42 000 euros. Vous avez volé ma signature. Vous avez volé ma confiance. Vous avez planifié de me voler ma maison, mes souvenirs, et les dernières années de ma dignité en me cachant dans un EHPAD. Vous avez calculé ma valeur comme on estime un bien immobilier. » Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « L'amour, mes chéris, ne se calcule pas. Le respect non plus. » Coralie ouvrit la bouche pour protester, mais Solange leva une main. « Je vous pardonne, » dit-elle, et à sa propre surprise, elle le pensait. « Je vous pardonne, non pas pour vous, mais pour moi. Je refuse de laisser la haine et l'amertume empoisonner le reste de ma vie. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Et il ne signifie pas la réconciliation. » Elle recula d'un pas, « Je ne peux plus vous avoir dans ma vie. Pas comme ça. J'espère, pour vous, qu'un jour vous comprendrez la différence entre aimer quelqu'un et posséder quelque chose. Adieu, mes filles. » Et doucement, sans un bruit, elle referma la porte. Ce ne fut pas un claquement de colère, mais un acte délibéré de libération. De l'autre côté, elle entendit un sanglot étouffé, puis le bruit de leurs pas qui s'éloignaient sur le trottoir. Elle ne regarda pas par le Judas. Ce chapitre de sa vie était terminé. Quelques mois passèrent. Le printemps arriva sur Lyon, éclatant de vie et de couleurs. Le petit jardin de Solange, à l'arrière de l'immeuble, était devenu son sanctuaire. Un dimanche midi ensoleillé, elle était assise à une table dressée sous le vieux cerisier en fleurs. L'air embaumait le lilas. Zélie et Pascal étaient avec elle, et leur rire se mêlait au chant des oiseaux. Sur la table, un gratin dauphinois doré, une salade fraîche du marché, et une bouteille de vin du Beaujolais. Une famille. Différente, choisie, mais une vraie famille. Le facteur sonna et déposa une lettre dans la boîte. C'était une enveloppe du cabinet de Maître Valois. Solange l'ouvrit sans précipitation.
À l'intérieur, un courrier sobre l'informait du verdict du procès. Coralie avait été condamnée à 18 mois de prison ferme, Faustine à 2 ans en raison de son rôle dans la falsification de la procuration. Solange lut la lettre jusqu'au bout. Elle ne ressentit ni joie ni triomphe. Juste une calme finalité. Elle plia soigneusement le papier, le posa sur la table, et son regard se tourna vers ses compagnes. Le gratin va refroidir, dit-elle avec un sourire léger. La conversation reprit, joyeuse et simple. Plus tard, après le déjeuner, Solange alla s'occuper de ses rosiers, taillant une branche morte ici, encourageant un nouveau bourgeon là. Elle caressa le pétale velouté d'une rose éclose, d'un rouge profond et vibrant. Le soleil de Lyon caressait les pétales des roses nouvelles. Pour la première fois depuis la mort de son mari, Solange se sentait non seulement en paix, mais profondément et irrévocablement libre.